Hors série, les dossiers BFM Business, les Jeux d'hiver de Pékin sous le signe de l'innovation, présenté par Erwan Maurice. Bonjour à tous, ils approchent à grands pas les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Top départ le 4 février dans un contexte très particulier, toujours sous la menace du virus pour les athlètes. Une bulle sanitaire a été mise en place autour des sites olympiques et ce depuis le 4 janvier. Le public sera lui trié sur le volet, ce qui n'empêche que ces Jeux devraient être tout de même une démonstration de savoir-faire. Les Jeux d'hiver de Pékin sous le signe de l'innovation, c'est notre hors-série sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business. Et pour en parler, j'accueille tout de suite André Le Secrouc-Pietri. Bonjour André. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur BFM Business. Vous venez souvent dans Chineco. On décrypte ensemble les actualités, beaucoup autour de l'innovation avec vous. André, je rappelle que vous êtes le président de la Joint European Disruptive Initiative, les JEDI européens, qui fédèrent le savoir-faire européen en matière d'innovation technologique. Et vous observez aussi bien sûr de près tout ce qui se passe du côté de la Chine. Édouard Dauvillers est avec nous à distance. Édouard, vous êtes à Pékin en ce moment, un directeur de la filiale Chine de Poma, leader du transport par câble, les remontées mécaniques, aussi présent dans les montagnes chinoises. Votre entreprise qui a remporté un appel d'offres à 200 millions d'euros en 2014, justement en prévision de ces Jeux Olympiques d'hiver. On va y revenir. Et puis Michael Tapiro, avec nous également à distance, président fondateur de la Sports Management School, école de commerce internationale spécialisée en management du sport. Je vais peut-être commencer avec vous, Michael Tapiro, des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, donc du 4 au 20 février, qui vont demander une organisation exceptionnelle et inédite, étant donné le contexte sanitaire. Oui, je confirme. Bonjour à tous. Le contexte sanitaire est très particulier avec le Covid, avec les suspicions d'un Covid qui était émanant de Chine, mais surtout avec un rapport politique vis-à-vis de ce risque sanitaire. Seulement 5000 morts qui ont été annoncés en Chine. Et je serais plutôt porté vers une direction qui serait à la fois un risque sanitaire et un risque politique, parce que conjointement à ce rapport au Covid, il y a aussi les problématiques politique, idéologique et je dirais même qui ont attrait au soft power, qui fait qu'aujourd'hui Pékin, c'est la première ville au monde à avoir eu les Jeux d'été en 2008 et les Jeux d'hiver aujourd'hui, mais qui orchestre tout cela savamment autour d'un soft power politique. Vraiment sur l'aspect innovation, sur la manière dont Pékin met en place ces Jeux Olympiques, Michael Tapiro, c'est quand même assez exceptionnel, non, cette bulle sanitaire, cette manière d'organiser cette politique du zéro Covid afin que ces Jeux puissent se tenir. C'est un dispositif très impressionnant. Alors, c'est très impressionnant, je suis d'accord avec vous. C'est impressionnant, mais c'est aussi conjointement lié avec ce qui se passe autour de l'idéologie en Chine et autour du zéro Covid. Encore une fois, c'est une action politique de faire qu'on va se retrouver, et c'est leur terme, en circuit fermé. Donc, de ce succès-là découleront probablement des éléments idéologiques favorables à la Chine, mais c'est clair que d'un point de vue des infrastructures, il y a aussi une incapacité, une impossibilité à la fois pour les 2900 athlètes étrangers en Chine ainsi que les journalistes de pouvoir pénétrer en Chine en dehors de cette bulle en circuit fermé. Bon, André Le Secrouc-Pietri, on avait eu les Jeux au Japon. Bon, ça avait beaucoup fait parler. On a hésité à un moment donné. Est-ce qu'ils vont avoir lieu ou pas ? Ils ont bien eu lieu. C'était déjà très particulier. Là, on est dans quelque chose d'encore plus inhabituel. Oui, non, mais là, c'est à la mesure justement de la démesure chinoise. La Chine peut profiter de cette expérience du Japon, qui était quand même le premier à tester ces bulles sanitaires et à éviter la contamination sur place, parce que ça aurait été catastrophique. Là, le Japon s'en est quand même bien sorti. La Chine va bénéficier de ça. Maintenant, effectivement, ce qui vient d'être dit est tout à fait exact, c'est que c'est une stratégie. La Chine est un des rares pays à garder cette stratégie du zéro Covid, qui impose un confinement très strict. On l'a vu avec Xi'an dans les dernières semaines. Dès qu'il y a quelques cas,
Et donc il y a quand même un aspect très binaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a une contamination, là on ne sait plus où ça va aller. Donc l'aspect innovation en termes de mobilité, en termes de robotisation, en termes évidemment de dispositifs d'alerte, en termes de réactivité, parce que si jamais il y a un cas ou qu'il y a une rupture en fait dans cette bulle, il faudra réagir non pas avec quelques heures, évidemment pas avec quelques jours de retard, mais dans les minutes qui suivent, parce que sinon, on le sait bien avec Omicron, c'est que la contagiosité est extrême. Et très importante. Et c'est peut-être là que Pékin, la Chine va pouvoir s'illustrer aussi à travers ces innovations autour de l'enjeu sanitaire. Oui, et c'est vrai que c'est assez symbolique parce qu'aujourd'hui, la Chine fait figure de cavalier seul. Alors, il y a probablement des raisons, peut-être que aussi les vaccins sont moins efficaces. Donc aujourd'hui, la Chine a peu de choix que d'avoir cette stratégie de zéro Covid. Et c'est sûr que si elle arrive à maîtriser ça, ça sera probablement, en tout cas dans le discours officiel chinois, une démonstration de force que le Parti communiste a cette capacité de tout maîtriser, même le virus. Bon, beaucoup d'innovations autour du sanitaire, on le disait, mais pas seulement. Exemple, regardez avec ce TGV olympique lancé il y a quelques jours, on prend la direction tout de suite de Pékin, retrouver la journaliste de Radio Chine Internationale, Yingping Deng. Le TGV conçu pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin est désormais en service sur la ligne qui relie la capitale à sa ville voisine Zhangjiakou. Les deux villes accueillent ensemble les prochains Jeux. Avec une vitesse maximale de 350 km/h, le train circule entre les 3 zones de compétition et le trajet total dure environ 1 heure. Entre le 21 janvier et le 16 mars, les départs sont multipliés jusqu'à 40 fois par jour pour faciliter le déplacement des athlètes et des organisateurs. Les voitures ont été aménagées pour mieux accueillir ces passagers qui ont souvent des équipements encombrants. D'ailleurs, China Media Group, la maison mère de Radio Chine Internationale, a installé un studio 5G dans l'un de ces trains. On peut y faire des émissions en direct à très haute définition. Des antennes installées le long du chemin de fer et des amplificateurs dans le studio peuvent assurer la stabilité des réseaux 5G et la qualité des images. Voilà, coût total de la construction de cette ligne de train, 58 milliards de yuan, 8 milliards d'euros, bardé de technologie, on en a vu quelques aspects. André Le Secrou-Pietri, les Jeux Olympiques, c'est aussi cette vitrine qui va permettre à la Chine de montrer son savoir-faire technologique. Alors, pas aux étrangers qui ne seront pas là pour la compétition, mais peut-être à travers la télévision, à travers les images qu'elle diffusera. Oui, et c'est sûr qu'en fait c'est un laboratoire à grandeur nature pour toutes ces innovations. On l'a vu sur le sujet 5G, qui est un des sujets sur lesquels la Chine a énormément d'avance en termes de déploiement. On le verra probablement aussi sur la... Vous savez, on parle en ce moment beaucoup de cet univers virtuel, le fameux métaverse. Moi, je ne serais pas surpris que justement une des innovations, ça serait finalement de faire bouger la limite entre ce qui se passe réellement dans les stades, de faire émerger les sports virtuels qu'on voit de plus en plus fleurir dans ce métaverse et qui deviennent d'abord des vrais business et des vraies activités. Donc oui, ça c'est une occasion pour la Chine de démontrer ça. Après, effectivement, on peut quand même se poser la question si ces Jeux Olympiques qui sont aussi basés sur la rencontre, la diversité, l'interdisciplinarité qui est quand même clé pour la créativité et donc pour les innovations, ne prend pas quand même un petit coup du fait de cette crise sanitaire et effectivement sert un discours bien huilé. Bon, je retiens quand même votre idée de Jeux Olympiques dans le métaverse. Ça pourrait se faire. Pourquoi pas la Chine à l'origine d'une telle initiative? Oui, et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'innovation, la clé, c'est de pouvoir tester, parce que personne ne sait exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de metaverse washing, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils font du metaverse. Avant, ils appelaient ça de la 3D ou de la réalité virtuelle. Là, la Chine aura l'occasion et probablement utilisera ça. On le voit, ils font de la publicité même pour la radio et la télévision nationale, mais je ne serais pas surpris que des grands acteurs de la tech chinoise se servent de ça pour démontrer que ça marche. Bon, on va parler des infrastructures. On va retrouver dans une minute Édouard de Villers à Pékin, directeur de la filiale Chine de Poma. Michael Tapiro, peut-être d'abord président fondateur de la Sport Management School. La Chine va réutiliser des infrastructures. Vous le disiez, on avait les Jeux Olympiques d'été à Pékin en 2008. Le Nid d'Oiseau, qui était le stade emblématique de ces Jeux, qui va être aussi réutilisé.
il y a ces innovations aussi dans les infrastructures et la manière de leur donner une seconde vie et les moderniser. Oui, souvent, c'est ce qu'on appelle, il y a la legacy, il y a la transmission, ce qu'on va laisser de ces jeux. Alors, nul doute que les grands stades qui seront construits et le nid d'oiseaux sera réutilisé. Cette gare absolument incroyable, qui est gigantesque, hein, je crois que c'est 150 000 m², ce TGV absolument formidable, c'est une prouesse technologique et c'est la bonne occasion pour pouvoir en faire la promotion et de leur. Par contre, voilà, je suis assez circonspect sur certaines pistes de bobsleigh ou sur des sauts à ski qui ont été construits dans des endroits qui étaient plutôt des friches industrielles et qui ne seraient pas évidemment des endroits de villégiature pour le ski ou pour les sports d'hiver pour les habitants de Pékin. Donc, comme souvent, hein, il va y avoir des éléments qui vont être réutilisés, qui sont souvent des éléments techniques, industriels, en tout cas qui vont marquer l'inconscient collectif. La plupart du temps, pour les installations sportives, ça va passer aux oubliettes. Ah, vous n'êtes pas complètement convaincu alors. Hein. Vous faisiez allusion, je crois, à l'ancien complexe sidérurgique de Xuchang, oui, qui a été transformé pour accueillir le ski acrobatique et le snowboard. La Chine qui a aussi restauré, repensé des lieux aussi qui font penser aux énergies d'hier, qui les a rendus plus modernes et plus dans l'air du temps. Oui, parfaitement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir souvent que dans la tribune que vous donnent les Jeux Olympiques, vous avez la possibilité de faire des choses extraordinaires, mais qui sont souvent en désaccord avec la réalité. Prenez par exemple le Sochi, donc les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, on les fait dans un endroit où il n'y a pas de montagne. La Coupe du Monde de football au Qatar, on le fait en hiver parce qu'il fait 50 degrés en été, et que normalement la Coupe du Monde se fait en été. Et là, quelque part, bon, il se trouve que Pékin n'est pas vraiment à la montagne, mais on va s'en organiser. Je n'ai pas de religion là-dessus, et à la limite, je trouve que le modèle économique peut parfaitement fonctionner. Néanmoins, on risque de se retrouver très prochainement avec des candidats aux Jeux Olympiques d'hiver qui sont très, très éloignés des montagnes. Et là, ça me pose une question sur les infrastructures qu'on serait capable de laisser à terme. Il aura fallu, on le disait, créer aussi de toutes pièces des sites olympiques, des stations de ski en partant de rien. Et pour ça, vous allez voir que la Chine a aussi fait appel au savoir-faire français, ce que nous raconte Alexandra Paget. Remontée mécanique, conseils et formation des professionnels du ski et du tourisme de montagne, hôtellerie, restauration, les entreprises tricolores ont décroché de nombreux contrats en or pour construire les stations de ski chinoises. Poma l'Iséroise, par exemple, spécialiste des remontées mécaniques, a signé les installations de la totalité des pistes de la station de Taiwu contre un chèque de 200 millions d'euros. Le Club Med s'est lui occupé du village des Neiges de 2000 lits, un investissement estimé entre 50 et 100 millions d'euros. Le groupe savoyard MND, leader de l'aménagement des sites de montagne, a réalisé la station 4 saisons de Snowland à 130 km de Pékin. Station qui a vocation à devenir un spot de glisse pour l'Asie tout entière. Rossignol, Salomon, entre autres, ont également profité de l'aubaine. Les stations de ski chinoises prévues pour les JO, dont certaines ont été entièrement conçues par les entreprises françaises, vont ainsi servir de vitrine sur un marché très concurrentiel à l'énorme potentiel. Pékin s'est en effet fixé comme objectif de convertir des dizaines de millions de Chinois au ski. Voilà pour ce tour d'horizon avec Alexandra Paget. Les Français, mine de rien, assez présents dans les contrats qui ont été remportés. On est avec vous depuis Pékin, Édouard de Villers, directeur de la filiale Chine de Poma. On le disait dans ce petit reportage, on parlait de vous. Vous êtes installé dans l'Isère, spécialiste du transport de personnes par câble. Vous avez signé la totalité des pistes de la station de Taiwu en 2017 pour 200 millions d'euros. C'est un contrat important pour une entreprise comme la vôtre ? Alors oui, bonjour, effectivement. Alors Poma est en Chine en fait depuis un long moment, parce que notre première installation a été construite en 1989. Donc l'histoire avec la Chine date d'avant ces contrats que l'on a signés pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, en fait, c'est un accélérateur, c'est un vecteur dans le développement du ski en Chine. Et effectivement, on a continué à montrer notre savoir-faire, notre innovation, nos services pour répondre à la demande donc de ces acteurs et ces investisseurs sur l'activité du ski.
Bon, on voyait que malgré tout, un certain nombre de belles entreprises françaises qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, remporter des contrats, des appels d'offres et donc des parts de marché aussi. Ça a été difficile ou pas? Est-ce que vous pouvez nous raconter, retour en quelques années en arrière, puisqu'il faut quand même plusieurs années pour construire ces infrastructures, ça ne se fait pas en quelques mois. Travailler avec ses partenaires, signer les contrats, mener les projets à bien avec les Chinois, comment ça s'est passé? Alors, on est, pour reparler de Poma et donc de notre base sur Pékin, nous sommes maintenant 90 collaborateurs, 95 collaborateurs exactement sur Pékin, et nous avons construit notre activité en étant chinois en Chine. Donc, effectivement, ça passe par énormément de compréhension du marché, de compréhension des besoins, alors avec des besoins qui ont été traduits ou exprimés par des ingénieries européennes, américaines, mais aussi des besoins par rapport aux besoins du client chinois. Et donc, on a œuvré, on a travaillé pour définir au mieux nos solutions et les mettre en place. Pour parler de la station, alors de la station de Taiwu, de Tuanshan, de Fulong, là ce sont des stations qui sont dans la ville de Zhangjiakou. Effectivement, c'est des projets qui ont été menés en deux ans depuis, on va dire, l'appel d'offres jusqu'à la réalisation et la mise en service. Donc, pour mener à bien ces projets, c'est certain qu'il faut être présent en Chine, avoir les compétences, avoir le savoir-faire et le déployer, on va dire, en fonction des besoins et bien sûr de cette grande échéance qui sont les Jeux Olympiques qui commencent dans quelques jours. Pour terminer là-dessus, Édouard de Villers, j'aimerais savoir, puisque vous signez ce contrat avant 2017, on est en 2022, les innovations, elles ont changé. On sait que la Chine, elle change tous les 5 ans, c'est plus la même Chine. Est-ce que vous avez dû adapter, moderniser encore plus ces infrastructures par rapport à ce que vous aviez vendu à cette époque? Alors je vais rebondir sur une remarque qui a été faite justement dans la réutilisation et l'équilibre du ski en Chine et de ses investissements. Ce que l'on voit, ce que l'on a pu voir dans les dernières années, derniers mois, et puis ce que l'on voit dans le futur, c'est quand même une adaptation de ces stations de ski aux besoins 4 saisons. Alors pour quelle raison? La pandémie en fait a accéléré un peu cette façon de voir des opérateurs, des investisseurs. Les Chinois, bien sûr, restent en Chine du fait des contraintes aux frontières. Et donc, notamment pour les Pékinois, ils ont découvert cet été la possibilité d'aller dans ces stations de ski. Et donc, les acteurs ont commencé et ont réfléchi à proposer des activités 4 saisons, des activités été avec du VTT, festivals de musique qui ont été créés, ainsi de suite. Donc l'innovation aussi passe par l'usage et le changement de ces installations pour nous qui étaient effectivement conçues pour l'hiver et qui se transforment avec certains équipements justement pour une utilisation estivale. Bon, qui vont pouvoir être aussi réutilisés. Ce n'est pas tout à fait ce que nous disait Michael Tapiro, je crois. Vous n'étiez pas complètement en phase là-dessus. André Le Secroux-Pietri, côté médaille, bon, on verra, on n'y est pas encore. Mais en ce qui concerne les contrats remportés, on l'a un peu vu, la France s'en sort plutôt pas mal. Et c'est plutôt bien pour l'économie. Oui, non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve que ce qui vient d'être dit est intéressant parce que l'avantage, comme souvent en Chine, et c'est peut-être l'avantage de certaines entreprises présentes sur place, c'est de pouvoir partir d'une base zéro. Moi, ce qui m'a toujours surpris quand j'habitais à Pékin, c'était que à 1 heure au nord de Pékin, il y a une espèce de butte qui fait 200-300 mètres de haut, où il n'y a de la neige que sur cette butte, et où finalement des jeunes Pékinois ont appris à faire du ski, et donc ils n'arrivent pas avec effectivement notre inconscient à nous, qui sont des montagnes que moi évidemment je préfère, magnifiques, les Alpes, etc. Eux, ils ont appris là-dessus. Et donc, pour rebondir sur le sujet 4 saisons, probablement ça sera plus simple pour beaucoup d'utilisateurs, pour beaucoup de clients de ces stations-là, d'imaginer en fait des utilisations que nous on soupçonne pas. Donc il y a un potentiel d'amélioration. La vraie question pour les entreprises qui sont sur place, mais je pense que Poma le fait, mais d'autres aussi, ou le Club Med, c'est comment est-ce qu'on peut
se servir de ces innovations et les rapatrier, en profiter pour faire d'imaginer de nouveaux business transversaux, plus équilibrés en termes de saisonnalité. Et ça serait à l'avantage des entreprises françaises présentes sur place. Édouard de Villers, vous avez d'autres projets dans les cartons après ces Jeux Olympiques. Si c'est un succès, potentiellement, ça va vous ouvrir encore des portes sur ce marché chinois ? Alors, le marché reste assez dynamique et pas uniquement dans la partie équipement des stations de ski, mais aussi dans ce qu'on appelle le hors-neige dans notre activité, qui sont dans des parcs, des parcs naturels, des montagnes, ainsi de suite, pour accéder à des points hauts. Et donc, le marché, effectivement, reste actif, reste présent. Alors, il y a les mêmes difficultés qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Bien sûr, la partie investissement reste à trouver. Et puis, il y a aussi une dynamique qui est bien présente et qui s'accélère en Chine sur la façon d'investir, l'impact environnemental, la réflexion aussi de la rentabilité. Et toutes ces étapes créent, on va dire, une certaine attente ou une certaine lenteur des fois dans certains investissements. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté et c'est ce qu'on retrouve en Chine. La Chine a une vraie volonté à continuer à grandir sur ces marchés-là. Oui, parce qu'il a fallu construire des infrastructures quasi inexistantes dans le pays il y a encore 10 ans. Est-ce que, André Le Secouroupietri, c'est des projets toujours assez remarquables, est-ce que seule la Chine est capable de ça ? Non. Alors, juste peut-être quand même un petit bémol, il y a quand même un enjeu environnemental qui est majeur. On se retrouve quand même par rapport à des Jeux Olympiques d'hiver où, semble-t-il, de ce qu'on entend, 100% de la neige est artificielle. Oui, parce que Pékin voulait faire de ces Jeux des Jeux écologiques, en disant l'énergie qu'on va utiliser, elle sera produite par des éoliennes, par du solaire aussi. Alors, je crois que le mot greenwashing n'est pas l'apanage de la Chine, mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose qui est uniformément distribué dans le monde entier, et ces Jeux Olympiques n'y échappent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en Chine dans une optique d'investissement qui se mêle à une population, une classe moyenne qui augmente. Donc ça permet quand même de justifier des investissements qui parfois seraient perçus comme pharaoniques. Je veux dire, même si au début c'est des surcapacités, elles sont assez souvent comblées par cette croissance de ces clients. Et dernière chose, une puissance financière qui reste forte. Et enfin, oui, une vraie appétence pour l'avenir, le développement, etc. Ce qui est aussi l'apanage d'un pays qui reste relativement jeune. La vraie question, c'est comment ça va se développer dans quelques années, quand la Chine va commencer à vieillir et va peut-être plus penser à ses retraités qu'à ses nouvelles générations. Mais bon. C'est aussi rattraper un retard. On sait que la Chine n'aime pas être en retard. Elle veut être leader dans quasiment tous les domaines. Sur la montagne, c'est vrai que la Chine, c'est pas. On pense pas forcément Chine quand on pense sport d'hiver. Elle arrive. Alors qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un des pays les plus montagneux au monde. On pense évidemment à l'Himalaya, mais on pense également à toutes les frontières avec la Mongolie, le Kazakhstan pas forcément avec les infrastructures. Et la Russie. Et effectivement, avec des infrastructures, mais c'est effectivement un pays qui s'est bâti et dont la croissance est encore énormément tirée par les infrastructures, qui est un vrai problème économique sur le long terme. Donc là-dessus, effectivement, et enfin, dernière chose, une volonté de rattraper, de démontrer, d'affirmer sa puissance, et rien de tel que d'affirmer sa puissance avec des infrastructures que peut-être dans nos pays on qualifierait de gigantesques ou de démesurées, mais c'est la démesure à la chinoise. Et en continuant à faire appel aussi à des entreprises étrangères, les entreprises françaises notamment, comme quoi les industriels étrangers ont leur place sur le marché chinois et la Chine a besoin d'eux. Oui, alors, elle a en tout cas toujours besoin d'eux au démarrage. Oui. La vraie question et la vraie difficulté pour toutes les entreprises, et quand même le track record, comme on dirait, n'a pas été toujours très bon, c'est que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à durer après les premiers contrats. C'est effectivement se localiser, c'est d'avoir des partenariats, mais les partenariats, ça pose toujours des enjeux d'intérêts divergents. Le Club Med a réussi à avoir un partenaire intéressant. Je pense que d'autres entreprises l'ont fait, mais bon, on mêle quand même beaucoup de difficultés, c'est loin, une volonté de rapatrier aussi ses compétences. Vous parliez des trains, voilà, Siemens et Alstom ont eu de magnifiques contrats au début, aujourd'hui c'est 100% chinois et l'élève a dépassé un petit peu le maître. Ça sera peut-être le mot de la fin, Édouard de Villers, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes à Pékin, vous êtes présent en Chine, vous signez les contrats là-bas, c'est quelque chose qui vous fait peur ?
ce que venait de dire André Le Secrouc-Pietri? Non, il faut le savoir. Ouais. Je pense qu'il faut être très conscient de comment ça évolue. On est présent encore depuis fin des années 80, donc nous c'est une vraie histoire avec la Chine. On voit qu'aujourd'hui, en 2022, on signe encore des contrats. Donc notre connaissance du marché, notre connaissance de ces investissements nous permettent encore d'être là. Et puis on se défend avec notre innovation, avec nos services, ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à pousser et à déstabiliser pour continuer à travailler dans ces conditions, sur ce marché-là. Merci beaucoup pour ces témoignages, ces explications. Eduardo Villers, directeur de la filiale Chine de Poma. Vous étiez avec nous depuis Pékin. Michael Tapiro, président fondateur de la Sports Management School, et André Le Secrouc-Pietri, président de la Joint European Disruptive Initiative, les Jedi de l'innovation en Europe. Voilà pour ce hors-série. On se retrouve très vite sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.